Un policier raciste traîne un adolescent noir hors de la salle d'audience. Puis la porte s'ouvre et son père, un agent de la CIA, entre. L'air matinal était inhabituellement lourd lorsque Kieran Maddox, 17 ans, entra dans la salle d'audience froide et caverneuse, chacun de ses pas résonnant sur le marbre poli et le silence impitoyable. Le bruit des appareils photo qui claquaient emplissait la pièce comme une nuée d'insectes se nourrissant de spectacles. Aucun sourire ne se présentait aux objectifs. Il n'y avait aucune raison de sourire. Les poignets de Kieran lui faisaient mal à cause des menottes trop serrées par un garde qui n'avait même pas tenté de dissimuler son dédain. Son costume, emprunté et trop grand, pendait maladroitement sur sa silhouette, le col raide contre son cou. Il contempla la mer de visages, mais aucun ne lui offrait de réconfort. Seulement une soif de sang, de gros titres, de scandales. La salle d'audience n'était pas remplie de partisans. Elle était remplie de prédateurs. Des sénateurs en costume sur mesure étaient alignés sur les bancs le long du mur du fond, l'air impassible mais le regard vif, plein de calculs. Des avocats, leurs mallettes étincelantes, se penchaient en avant comme des vautours survolant un animal écrasé. Des officiers hors service, bras croisés et visages impassibles, se tenaient tels des statues en bordure du périmètre. Les journalistes, penchés sur leurs bloc-notes, écrivaient à toute vitesse, élaborant déjà le récit bien avant le premier coup de marteau. Ils n'étaient pas là pour observer la justice, mais pour assister à l'exécution publique d'une réputation. La réputation de Kieran. Il n'était pas jugé pour meurtre, mais la salle d'audience semblait avoir été construite pour cela. L'accusation était celle de trahison, instrumentalisée et spectaculaire, le genre d'accusation qui faisait la une des journaux et justifiait les excès. Ils affirmaient qu'il avait piraté les serveurs sécurisés du département de la sécurité intérieure, dérobé des documents classifiés et divulgué des données militaires sensibles. Les procureurs parlaient de cyberterrorisme, l'acte d'un jeune homme amer et vengeur. Les médias parlaient de vengeance, le châtiment du fils d'un fantôme déshonoré. Kieran nia d'emblée, mais sa voix avait toujours été plus faible que le bruit qui l'entourait. Son père, Jackson Maddox, avait disparu 2 ans plus tôt dans des circonstances trop étranges pour être ignorées. Une mission secrète au Moyen-Orient avait terriblement mal tourné, même si les détails étaient dissimulés dans des rapports expurgés et des fuites soigneusement organisées. Jackson avait été un agent de terrain de la CIA, l'un des meilleurs, et puis son nom n'était plus qu'un murmure. Des rumeurs circulaient, il était devenu un rebelle, il avait vendu des secrets, il avait été tué par sa propre agence. Aucun corps n'avait jamais été retrouvé, aucune confirmation. Mais le gouvernement avait réagi rapidement, effaçant son héritage avec la précision d'un scalpel. Aux yeux des autorités, Jackson Maddox était un traître, mort et déshonoré. Et maintenant, son fils était jugé sous la même ombre. Il n'y avait aucune présomption d'innocence. Kieran l'avait senti dès qu'il avait franchi le seuil. C'était dans la façon dont les gardes lui serrèrent les bras plus fort que nécessaire, dans la façon dont le public se penchait en avant, affamé comme dans un colisée, attendant le premier coup. C'était dans la façon dont le juge, Eldon Rourke, le fusillait du regard depuis son banc, les yeux comme de la fumée, tourbillonnant de mépris. Rourke était vieux, de ce genre de vieillesse qui accompagne le sentiment d'avoir tout mérité et la rancune. Sa robe lui allait comme une armure, et le marteau qu'il tenait à la main aurait tout aussi bien pu être une épée. Il ne cachait pas son dédain pour Kieran. C'était dans la légère moue de ses lèvres, les longues pauses entre les décisions, la façon dont il balayait les objections comme des mouches. L'avocat de Kieran, Milestone, était un homme qui se noyait en eaux inconnues. Défenseur public engagé seulement 48 heures avant le procès, il parlait doucement, la trentaine, et visiblement mal à l'aise. Il triait les papiers comme un homme en quête de miracle, et chaque fois qu'il se levait pour protester, sa voix était accueillie par un « rejeté ». Il était dépassé. Tout le monde le savait. L'accusation, menée par un procureur fédéral suffisant, aux cheveux parfaitement séparés et aux dents trop blanches, le dominait tel un lion jouant avec un chaton.
La chaîne de possession était au mieux fragile. L'agent qui avait procédé à l'arrestation n'avait fourni aucune vidéo, aucun enregistrement de la caméra de sécurité et aucun document confirmant quand et comment les preuves avaient été enregistrées. Miles Strand en parla timidement, mais le juge balaya cette inquiétude d'un geste las. Kieran resta assis, silencieux, la mâchoire serrée, le cœur battant la chamade. Personne n'écoutait. La vérité était étouffée sous des couches de procédure, et tous les regards dans la salle avaient déjà décidé qu'il était coupable. Il se sentait comme un enfant conduit vers un verdict écrit avant sa naissance. Et dans l'ombre de la galerie du tribunal, perché tel un roi observant des gladiateurs dans une arène, était assis le sénateur Ryland Greaves. Greaves était le pouvoir incarné, mâchoire carrée, cheveux argentés et veines de glace. Un faucon de guerre au 105 rempli de contrats de défense, d'expansion militaire et d'accords secrets. Son regard ne quittait pas Kieran. À sa droite était assis le général Miles Denton, le visage impassible et les épaules larges, son uniforme militaire impeccable, ses médailles scintillant sous les lumières crues du tribunal. Denton n'était pas un simple observateur. C'était l'architecte du secret, le genre d'homme dont le nom n'apparaissait jamais dans les archives publiques, mais dont les décisions transformaient les nations. Ils n'étaient pas venus observer la justice. Ils étaient venus assurer le silence, observer les vestiges du nom Maddox enfoui sous les mensonges. Kieran sentit leur regard sur sa peau comme du feu. Il se demanda pourquoi ils étaient là en personne. Il ne s'agissait pas seulement de son père. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il n'avait pas découvert. Il baissa les yeux, le poids de la salle d'audience pesant sur lui comme une avalanche. Il essaya de ne pas penser à son père. Il essaya de ne pas penser au silence qui avait suivi sa disparition, ni à la façon dont son oncle Nate avait changé par la suite, plus silencieux, plus protecteur, toujours à la recherche de la porte d'entrée. Il essaya d'oublier la nuit où il avait vu Nate brûler de vieux documents dans le jardin, murmurant pour lui-même. Il essaya de ne pas imaginer ce que cela signifiait. La salle d'audience devint plus froide à mesure que la matinée avançait. Kieran remua sur son siège, essayant de soulager la pression des menottes qui lui enfoncèrent la peau. Le procureur présenta d'autres preuves, métadonnées, chemin d'accès à des fichiers, capture d'écran d'email qui auraient transité par le serveur volé. Kieran ne reconnut rien. Son cœur battait plus vite. Il voulait parler, se lever, crier. Mais il avait déjà été prévenu. Puis, alors que la salle d'audience se calmait après la dernière vague de témoignages accablants, un murmure perça le brouillard. « Ne parlez pas, écoutez simplement. » La voix était faible, rauque, et provenait du siège à côté de lui. C'était le concierge. Un homme noir âgé en salopette délavée, les mains usées et le visage ridé par les années. Il était assis, voûté, faisant semblant de frotter un morceau de sol près du box des jurés. Personne ne lui prêta attention, mais ses yeux se fixèrent sur ceux de Kieran pendant une seconde. Et ce n'étaient pas ceux d'un concierge. C'étaient ceux de quelqu'un qui savait quelque chose. Kieran cligna des yeux. Son pouls s'accéléra. Il ne pouvait pas réagir. Le moindre mouvement attirerait l'attention. Mais le poids de son regard persista. L'homme hocha légèrement la tête avant de retourner à son travail, disparaissant à la périphérie comme un fantôme disparaissant d'une photographie. Quelque chose changea alors en Kieran. Un fil se détacha au centre de la tapisserie. Jusque-là, il s'était cru seul, isolé, impuissant. Mais maintenant, une idée différente commençait à germer, une idée dangereuse. Peut-être que ce procès ne le concernait pas seulement. Peut-être que cela n'avait jamais été le cas, et peut-être que la vérité n'était pas enfouie aussi profondément qu'il le pensait. 2 semaines avant l'arrestation de Kieran, la maison Maddox était plongée dans un silence qui semblait délibéré, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Kieran, alors âgé de 17 ans, avait depuis longtemps appris à occulter les questions concernant son père. Il dormait dans une petite pièce au fond du garage de son oncle, transformée en maison, à l'ombre du vrombissement des compresseurs et de l'odeur de l'huile moteur. Son oncle,
Nathaniel Nate Maddox avait autrefois porté l'uniforme des Marines américains. Il portait désormais une combinaison tachée de graisse, les mains rugueuses comme de l'écorce. Nate n'avait jamais cru à la version du gouvernement selon laquelle Jackson était un traître, mais il comprenait aussi les dangers de parler. Il restait silencieux, crispé, comme les ressorts de sa vieille Jeep qu'il refusait de remplacer. Il apprit à Kieran à souder. Ce silence se brisa par une étouffante nuit d'été. Kieran fouillait dans un carton poussiéreux sous l'escalier, à la recherche d'une douille de bougie de rechange, lorsque sa main effleura quelque chose d'inconnu. La curiosité prit le dessus sur la prudence, et il en sortit un trophée familial terni. La silhouette métallique au sommet était lisse et usée, un soldat brandissant un drapeau en signe de victoire. Mais la base semblait légère, trop légère. Il la tapota et entendit un son creux. D'une main prudente, il en ouvrit le fond pour révéler une petite clé USB dont le boîtier était rayé et non signé. Une vague d'adrénaline le submergea. Il la glissa dans sa poche, feignant la nonchalance, retournant à ses tâches, le cœur battant la chamade. Plus tard dans la soirée, après que Nate fut allé se coucher et que le bourdonnement lointain de l'autoroute se transforma en bruit blanc, Kieran se glissa dans son lit avec la clé et son ordinateur portable cabossé. La lueur des bougies vacillait sur son expression concentrée tandis qu'il parcourait ses dossiers. Chaque dossier était chiffré, verrouillé derrière des couches de mots de passe intégrés à des entêtes complexes. Il craqua un dossier et découvrit des enregistrements audio et des résumés de missions, réduits à des blancs censurés. Puis il trouva un fichier vidéo et hésita avant de l'ouvrir. L'écran s'éteignit, des parasites crépitant comme des coups de feu. Une silhouette apparut alors, faiblement éclairée, la voix basse et pressante. L'image de Jackson vacilla, l'air émacié, les yeux cernés d'épuisement. Il avertit qu'il était présumé mort, que tout le monde le regardait, que le système était truqué, et il ordonna à son fils de ne pas faire confiance au juge Rourke et de ne jamais laisser le disque dur être découvert. Ces mots se gravent dans l'esprit de Kieran. Ne fais pas confiance à Rourke, ne les laisse pas trouver ce disque dur. À la fin, l'écran devint noir, et il resta figé, le cœur battant la chamade dans le silence. Kieran ne dormit pas de la nuit. Au lieu de cela, il repasse la vidéo en boucle, s'arrêtant pour étudier chaque tremblement dans la voix de Jackson, chaque ombre derrière lui, essayant de mémoriser l'avertissement. À l'aube, il ferma l'ordinateur portable et se retira dans le garage, la peau irritée par le soleil. Il se débattait avec les implications de ce voyage. Il savait qu'il avait besoin d'aide, mais comprenait le risque de transporter des preuves. La peur résonnait dans son ventre, mais en dessous palpitait la détermination. Il avait besoin de quelqu'un capable de comprendre les enjeux sans alerter les mauvaises personnes. Cet après-midi, il alla voir son professeur d'éducation civique, M. Alden, un homme discret à la vue perçante. Alden publiait parfois des théories du complot sur un blog personnel sous un pseudonyme, résolvait des énigmes sur la surveillance gouvernementale. Il n'en parlait pas trop fort. Il en avait parlé une fois en classe, puis avait verrouillé l'onglet pour que personne ne puisse y jeter un coup d'œil. Kieran rédigea un court email avec la vidéo en pièces jointes, le suppliant d'y jeter un œil, de connaître la vérité, de le protéger. Ses doigts planèrent sur le bouton « Envoyer ». Le souffle court. Il repensa au visage de Nate, fier et silencieux. Il repensa à son père lui murmurant de ne pas faire confiance au système. Il ferma les yeux et appuya sur « Envoyer ». Au matin, Alden avait disparu. Sa classe était vide. La craie époussetait encore le tableau. Son bureau n'avait que quelques stylos accrochés sur le côté. Les rumeurs se répandirent rapidement. Démission soudaine, raison personnelle, peut-être une fuite de gaz. Les histoires ne collabaient pas. Plus tard, Kieran apprit que la maison de Alden avait brûlé, que sa femme avait été hospitalisée après que des vapeurs eurent envahi la chambre. Rien ne fut jamais confirmé. Nate éteignit la télévision lorsque l'histoire apparut. Il fixa Kieran du regard, et ils ne dirent rien. Le silence s'épaissit. Ce jour-là, Kieran comprit pleinement la fragilité des secrets.
24 heures plus tard, Kiran fut expulsé de la classe par 2 agents en uniforme et le directeur. Ils dirent qu'il était en état d'arrestation pour diffusion de documents classifiés. Il demanda s'il y avait eu une ordonnance du tribunal. Ils répondirent par de vagues allusions à la sécurité nationale. Il était assis dans une petite salle d'interrogatoire, clignant des yeux sous les néons pendant qu'il l'interrogeait. Il affirma avoir trouvé la vidéo dans un trophée, qu'il ne connaissait rien au piratage informatique, qu'il n'avait envoyé le clip qu'à M. Halden. Personne ne lui dit qui avait autorisé l'arrestation. Aucun avocat n'était présent. Nate arriva plus tard, la fureur contenue derrière des lèvres pincées. Son étreinte fut rapide, protectrice, puis ils emmenèrent Kiran. Derrière lui, la porte du garage s'abaissa. Dans l'espace de travail vide, une clé à molette gisait. La transition de la maison au tribunal fut surréaliste. La sécurité lui confisqua son téléphone, le fouilla, le menotta. Lorsqu'il réapparut dans la salle d'audience, l'atmosphère avait changé, mais restait étouffante. L'accusation refusa toute mention de la clé USB, de la vidéo ou de M. Halden. Elle avait tout balayé du revers de la main, les qualifiant de fabrication sans fondement, symptôme de paranoïa adolescente. Elle qualifia Kiran d'instable, avide de propager des mensonges. La défense tenta de donner vie à son récit, mais chaque déclaration fut bloquée, chaque tentative étouffée. La clé USB fut qualifiée de oui-dire. La vidéo, de non vérifiée, la disparition de M. Halden fut discrètement passée sous silence comme une rumeur. Le jury n'eut jamais vent de l'avertissement de Jackson. Le public resta inconscient. La vérité était noyée dans la procédure. Puis, à la fin du 2e jour de procès, Kiran sentit la folie l'envahir, l'étouffant. Ses mains tremblaient sous les menottes. Le juge Rourke a levé la séance d'un geste brusque. Quelques instants plus tard, l'inspecteur Rourke Jr., le neveu du juge, s'est avancé. Il a fusillé Kiran du regard avec un mépris exacerbé par un pouvoir hérité. Il a saisi le bras de Kiran comme une proie, l'a arraché de son siège si violemment que Kiran a trébuché. Rien dans tout cela ne semblait légal. Il a grogné que Kiran représentait une menace pour la sécurité, qu'il ne serait plus autorisé à rester ici. La salle d'audience s'est figée. Le jury a cligné des yeux. Le juge a observé impassiblement, son marteau au repos inutilement. Personne n'a mis fin à cette brutalité. Des caméras ont filmé l'instant, tandis que la salle d'audience retenait son souffle. La panique grondait dans l'auditoire. Des murmures confidentiels résonnèrent dans les murs. Le cœur de Kiran battait fort contre ses côtes. Il a été traîné vers les portes, pas à pas, le métal des menottes lui mordant la peau, son esprit s'emballant à 1000 à l'heure. Des plaques d'immatriculation d'instant lui traversèrent l'esprit. La révélation de la clé USB, les journaux brûlés, l'épouse hospitalisée pour inhalation de gaz. La salle d'audience se vida rapidement, les murmures se transformant en vacarme. Puis, brusquement, les portes du fond s'ouvrirent en claquant. Le bruit des bottes résonna. Les lumières semblaient plus vives, l'air plus froid. Et par l'ouverture, une silhouette aux larges épaules s'avança, portant des marques de brûlure sur le corps et l'âme. Des regards froids se posèrent sur Kiran, et la salle se tut avant que le tonnerre ne frappe. C'était Jackson, vivant. La salle d'audience se figea, incrédule. La salle d'audience sombra dans le chaos dès que les portes du fond s'ouvrirent. Des cris fusèrent, tandis que des agents armés surgirent de l'ombre, leurs armes dégainées et braquées sur la silhouette qui se tenait debout sous l'arche voûtée de l'entrée. Jackson Maddox se tenait droit, son manteau sur mesure pendait à ses épaules, les bords roussis, ses bottes striées d'une poussière rouge qui n'avait pas foulé le sol américain depuis des années. Des rides creusaient désormais son visage, plus dur que celle de l'homme dont Kiran se souvenait, mais ses yeux brûlaient d'une détermination inébranlable. Il leva lentement les mains, avec la discipline d'un homme entraîné à se mouvoir sous le feu, sa voix tranchant le tumulte comme une lame tranchée. Il se présenta avec la gravité morne de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Jackson Maddox,
ancien agent de terrain de la CIA, déclaré mort dans un rapport scellé des années auparavant, et détenteur de preuves classifiées impliquant certains des hommes les plus puissants du pays. Un silence stupéfait s'ensuivit. L'espace d'un instant, haletant, même les gardes lourdement armés hésitèrent, déstabilisés par le nom, par l'audace, par le fait que le fantôme qu'ils avaient longtemps enterré venait d'entrer dans leur salle d'audience. Kiran fixait le sol poli, l'incrédulité le clouant sur place. Son esprit ne parvenait pas à assimiler ce qu'il voyait. Son père, ici, vivant, ni dans des vidéos granuleuses, ni dans de vieilles photos, ni dans des souvenirs fragmentés, murmurés dans le silence à moitié étranglé de l'oncle Nate. Mais là, en chair et en os, plus grand que n'importe quel soldat qu'il aurait pu imaginer. Ses genoux cédèrent sous le poids de cette prise de conscience. La pièce se brouilla autour de lui. Depuis le banc du juge, le sénateur Greaves aboyait des ordres frénétiques, sa voix craquant comme des parasites dans un haut-parleur grillé. Le général Denton, le visage tiré et pâle, attrapa une radio dissimulée sous son manteau et marmonna, ses doigts tremblants comme des nerfs exposés aux engelures. La panique se propagea hors de leur section de la chambre comme une onde de choc à travers une vitre. Mais Jackson était déjà en mouvement, calme, maîtrisé, calculé. De l'intérieur de son manteau, il sortit une clé USB, plus grande que celle que Kiran avait trouvée, son boîtier renforcé d'un alliage de qualité militaire. Un passe-partout, pas les données fragmentées et à moitié censurées, cachées dans un socle de trophées. C'était l'original, tout compilé, crypté, scellé et protégé dans la poche d'un mort. Sa voix, bien que toujours calme, résonna plus fort. Il énuméra ce que contenait la clé. L'opération Voile de nuit, le site secret de Tadmur, les noms des juges fédéraux, des entrepreneurs de la défense et des hauts responsables du renseignement qui avaient donné le feu vert à l'assassinat de citoyens américains grâce à des budgets secrets et des mandats falsifiés. Personne ne dit mot. La révélation flottait dans l'air comme une radiation, silencieuse, invisible, mortelle. La suite ne fut pas ordonnée. La salle d'audience se vida dans une bousculade désordonnée. Les avocats franchirent les barrières, les journalistes serrèrent leurs sacs, tentant de fuir, les caméras toujours en marche. Quelqu'un renversa un mât de drapeau dans un coin, et le bruit du métal heurtant le marbre résonna violemment. Le juge Rourke frappa son marteau si fort qu'il craqua sur le parquet. Sa voix perça le vacarme, la suspension d'audience immédiatement. L'ordre ressemblait plus à une demande de clémence qu'à un commandement. Il n'attendit pas le silence. Il se leva, le visage blême, et se dirigea d'un pas hésitant vers son cabinet, gardé par des marshals américains visiblement secoués. Au milieu du chaos, 2 marshals fédéraux s'approchèrent de Jackson, tendus mais à l'écoute, conscients de la profondeur de ce qui venait de se passer. Ils l'escortèrent, lui et Kiran, à travers une salle latérale, verrouillant la salle d'audience derrière eux d'un claquement de porte en acier qui sonnait comme un déclic. Mais juste avant qu'elle ne se referme, une silhouette élancée près du chariot du concierge leva la tête. Un homme en salopette simple, neutre, silencieux, invisible pour tous sauf Jackson. Leurs regards se croisèrent. Un hochement de tête leur fut échangé. Rien de dramatique. Juste le déclic du verrou final. Cet homme était Michael Creel, un nom effacé de tous les registres fédéraux, ancien analyste de la CIA disparu sans laisser de traces, après avoir divulgué des informations suggérant que l'agence se repliait sur elle-même, militarisant le territoire américain. L'un des derniers à être resté fidèle à la famille Maddox. Il observait depuis des années, déguisé en serpillière et en badge de maintenance, et il avait orchestré ce retour. Ils avancèrent rapidement, plus profondément sous le palais de justice. Passèrent les portes des points de contrôle et les ascenseurs secrets, inaccessibles sur les cartes publiques. Le sous-sol était froid, bourdonnant faiblement du bourdonnement mécanique d'une structure construite pour abriter en temps de guerre. Une salle de détention sécurisée, sans caméra, aux murs tapissés d'acier silencieux, les attendait.
Là, l'air changea. Le vacarme frénétique de la salle d'audience disparut. Ici, vérité et conséquence se faisaient face. Jackson ne perdit pas de temps. Il posa le disque dur principal sur la table métallique entre eux, les yeux rivés sur son fils, puis se tourna vers le groupe de Marshall et 2 observateurs du ministère de la Justice. Avec des mots concis et des détails troublants, il exposa la séquence. Le juge Rourke avait été compromis des années auparavant. Un chantage orchestré par l'intermédiaire de son frère, un sous-traitant fédéral impliqué dans un trafic d'armes illégales. Le choix avait été le silence ou la prison. Rourke avait choisi le silence. Le général Denton, autrefois respecté, avait exécuté des ordres qu'aucune nation démocratique ne devrait approuver. Ses mains étaient rouges de tas de murs à Tripoli. Quant à Greaves, son ambition avait toujours été mortelle. Éliminer la famille Maddox, effacer Jackson de l'histoire, accuser Kiran d'atteintes à la sécurité nationale, tout cela n'était que des prérequis à son élévation au rang de vice-président. Le ton de Jackson s'assombrit tandis qu'il énumérait les chronologies, les noms de code d'émission et l'opération fatale qui avait supposément mis fin à ses jours. Il s'agissait d'une attaque interne, pas d'une embuscade étrangère. L'agence s'était tournée vers l'intérieur dès qu'il avait tenté de révéler ce qu'était devenu l'opération Voile de nuit. Son évasion avait été orchestrée avec l'aide de Creel, mais ils savaient tous deux que la survie n'était que le début. Révéler la vérité nécessiterait une lutte sans effusion de sang, faite de patience, de diversion et d'une détermination de fer. Ils avaient attendu des années le moment propice. Et maintenant, avec Kiran jugé, sous le regard du pays, ce moment était arrivé. Il raconta la nuit où il fut emmené du tribunal, enchaîné. Il détailla la clé USB trouvée au grenier, celle qui contenait des fichiers fragmentaires enfouis sous des métadonnées et du code. Il leur raconta la nuit où Jackson Maddox apparut, non pas mort, mais bien vivant, et portant une clé bien plus complète que celle qui avait déclenché cette prise de conscience. Sa voix se brisa lorsqu'il parla de sa mère, de la façon dont la peur du travail de son mari l'avait étouffée, et de la nuit où elle avait compris que son fils était lui aussi une cible. Mais il ne détourna pas le regard. Pas une seule fois. La salle d'audience resta captivée. Des écrans clignotaient, tandis que le contenu de la clé USB était projeté sur des moniteurs à la vue de tous. Des photographies, des journaux de vol, des sites secrets portant des noms comme Tadmur, Draglin et Outpost Echo. Des dossiers aux noms expurgés, puis non expurgés. Des preuves de citoyens américains disparus, torturés, exécutés, certains n'étaient que des adolescents. Et derrière tout cela, l'opération Voile de nuit, un programme si profondément enfoui que même les hauts gradés de l'armée s'agitaient, mal à l'aise, sur leur siège. Puis vinrent les interruptions. D'abord, une alerte à la bombe retentit depuis une cabine téléphonique de Baltimore. Le juge ordonna l'évacuation, mais rien ne fut trouvé. Quelques heures plus tard, à la reprise des audiences, l'un des jurés fut discrètement escorté dehors et remplacé, sans aucune explication. Des murmures coururent dans la salle d'audience. Le remplaçant portait un micro, murmurèrent certains. D'autres affirmèrent qu'il s'agissait d'une arnaque, mais personne ne put rien confirmer. Et puis, juste avant la suspension de séance de midi, la rumeur se répandit qu'un greffier, un jeune homme du nom de Peter Holt, qui avait aidé l'équipe de criminalistique numérique à vérifier le contenu du disque dur, avait été retrouvé mort dans son appartement. Un suicide, selon les premiers rapports. Mais Doyle marmonna quelque chose lorsque le juge annonça l'ajournement. On les traquait, silencieusement, systématiquement. Pourtant, les dossiers étaient désormais publics. Le juge, acculé au pied du mur, n'eut d'autre choix que d'autoriser leur présentation comme preuve. Les témoignages reprirent. Kiran évoqua le rôle du général Denton. Comment il avait personnellement autorisé les extraditions de dissidents américains sous couvert de sécurité nationale. Il nomma des noms, des hommes politiques, des juges, des entrepreneurs du secteur privé, et il affirma, avec une précision sereine, que tout ce qu'il disait était étayé par des orodatages, des enregistrements
et des mandats signés récupérés sur le disque dur principal. À mi-chemin de sa dernière heure de témoignage, un silence s'abattit sur la salle d'audience. Un marshal s'approcha du banc et murmura à l'oreille du juge. Ce dernier se redressa, le visage blême. D'une voix saccadée, elle ordonna l'arrestation du juge Rourke pour obstruction à la justice et abus de pouvoir judiciaire. La galerie explosa de joie. Mais l'heure n'était pas aux réjouissances. La nouvelle éclata. Le sénateur Greaves, déjà sous haute surveillance pour ingérence présumée dans de multiples enquêtes, avait fui la capitale en jet privé. Le département de la sécurité intérieure publia un communiqué affirmant ignorer où il se trouvait. La Maison-Blanche a refusé de commenter. Dans la salle d'audience, alors que l'audience touchait à sa fin, Kieran acheva son témoignage. Il se leva, la voix rauque mais claire, pour lire ses derniers mots. Et puis le coup retentit. Un représentant du ministère de la Justice s'avança. Avec l'approbation réticente du juge, il annonça une ordonnance de silence généralisé. Tous les médias furent interdits de couvrir le verdict. Aucune chaîne ne diffuserait les enregistrements. Aucun journal ne publierait les conclusions. Les preuves, bien que valables, étaient désormais classées secrètes en vertu des protocoles d'urgence de sécurité nationale. C'était fini, disait-il. Mais ce ne fut pas le cas. Tandis que des murmures d'incrédulité et de fureur se répandaient, Jackson Maddox se leva. Ses mouvements étaient délibérés, comme le craquement d'une allumette dans une tempête. Il s'avança et déposa un petit appareil non marqué sur le banc devant le juge. Il était identique au disque dur principal, mais plus élégant et plus récent. Il déclara qu'il s'agissait d'un flux en direct crypté, déjà diffusé. Le juge se figea. Ses lèvres s'ouvrirent, mais la question resta silencieuse. « À qui ?»« À tous, » répondit la réponse. « À chaque civil, à chaque journaliste, à chaque allié étranger et à chaque État rival, à qui l'on avait servi des mensonges au nom de la liberté et de la démocratie, au monde entier. » Le silence qui suivit n'était pas le même que la peur qui avait imprégné les séances précédentes. Ce silence était pesant, respectueux. Il appartenait à la vérité. Dehors, le soleil baissait derrière le dôme du Capitole. Des projecteurs éclairaient les marches de marbre. Les présentateurs du journal télévisé, muselés quelques minutes plus tôt, lisaient maintenant les informations sur des flux internationaux récupérés à la hâte. Le direct était en direct. De Paris à Johannesburg, des écrans s'allumèrent. Des groupes de hackers vérifièrent l'authenticité des fichiers. Des ambassades étrangères publièrent des communiqués. Des alliés retirèrent des accords de renseignement. D'anciens agents du monde entier se présentèrent avec des preuves corroborantes. Et là, sur ces marches, Kieran se tenait aux côtés de son père. Ni fugitif, ni rebelle, témoin de l'histoire. Les manifestations à l'extérieur se transformèrent en veillées. Des inconnus allumèrent des bougies pour les disparus. Des familles, longtemps réduites au silence par le chagrin, avaient désormais des noms à pleurer et des histoires à raconter. Les écoles commencèrent à réécrire les cours d'histoire. Des groupes de défense des droits civiques déposèrent des pétitions massives pour la grâce des prisonniers politiques liés au réseau Operation Night Veil. Des commissions parlementaires furent formées dans la nuit. Ce soir-là, sur tous les écrans américains, un titre revenait sans cesse, non censuré, non édité, indéniable. Un policier raciste traîne un adolescent noir hors du tribunal. Puis la porte s'ouvre et son père, agent de la CIA, entre. Une nation autrefois satisfaite de l'ombre était désormais poussée vers la lumière. Le mensonge avait été démantelé, déchiré non par des bombes ou des manifestations, mais par le témoignage d'un adolescent et la réapparition d'un fantôme. La vérité avait trouvé sa voie, et le monde ne pourrait plus revenir en arrière.